Moi, je voudrais présenter quelques réflexions qui vont se situer à un niveau peut-être certainement plus global que la précédente intervention qu'il y a eu, sur deux points. Comprendre pourquoi finalement la question de l'emploi revient seulement maintenant en haut de l'agenda des politiques publiques et particulièrement des politiques agricoles en Afrique subsaharienne. Et deuxième réflexion, quelle implication cette priorité, cette attention qui est accordée à la question de l'emploi a pour les politiques agricoles, les politiques de développement rural en Afrique subsaharienne, avec un focus plus particulier sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc, bon, moi j'interviens en tant que généraliste des politiques agricoles. Je ne connais pas grand-chose aux questions de formation, pas grand-chose aux questions d'emploi, mais je me lance quand même. Alors, concernant la première question, finalement, quand on fait un survol très rapide des politiques agricoles en Afrique depuis l'accession à l'indépendance des pays, bon, on a eu des options assez différentes. On est passé dans les années 60-70 à un mode de coordination fortement marqué par l'État, avec un objectif de construction de la nation, les relations entre les branches. Ensuite, on a eu la période de l'ajustement structurel, la coordination par le marché, l'objectif d'insertion dans les échanges internationaux, l'accent mis sur la compétitivité. Et puis les années 90-2000, le focus mis sur la lutte contre la pauvreté au regard du relatif échec des politiques d'ajustement. Bref, ce que je voudrais souligner là, c'est que finalement, malgré ces divergences d'orientation, d'objectifs poursuivis, de mode de coordination principal, et il y avait finalement derrière une idée sous-jacente qui était commune. C'était celle-ci, que l'amélioration des performances du secteur agricole en termes de productivité de la terre et du travail, d'augmentation des volumes produits, allait se traduire par une libération progressive de la main-d'œuvre du secteur agricole en faveur d'autres secteurs, l'industrie et les services. Donc finalement, l'idée sous-jacente était qu'on allait retrouver des modèles dits de transition économique qu'on a connus à d'autres périodes et sous d'autres latitudes. Et comme faisait remarquer Agnès, bon, c'est une vision très évolutionniste, très linéaire du développement. Et qu'est-ce qu'on peut constater, ou la prise de conscience qui se fait au cours des années 2000, c'est que finalement ce modèle-là, cette hypothèse-là, ce postulat, n'a pas vraiment fonctionné. Il y a eu croissance de la production, à peu près au rythme de la population, globalement, sur le continent africain. Mais cette croissance de la production s'est faite essentiellement par un accroissement des superficies. C'est trop fort? C'est trop... Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que je sois plus près du micro, d'accord. Et donc, bon, croissance de la production qui ne s'est pas faite par une intensification, mais plutôt par un développement des superficies. Important de souligner parce que aujourd'hui, on rentre, en tout cas dans certaines régions du continent, dans une phase où les réserves de terre ne sont plus là. Hein. Et cette extension de la production par l'accroissement des superficies s'est fait dans un certain nombre de cas sous l'instigation de politiques un peu volontaristes de conquête de nouveaux terroirs. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Deuxième constat, c'est que la création d'emplois, le transfert, le déplacement du centre de gravité de la main-d'œuvre de l'agriculture vers les autres secteurs, c'est pas réellement réalisé. Hein. Agnès vous a dit quelques mots, je crois, là-dessus tout à l'heure. On a des créations d'emplois dans le secteur secondaire et tertiaire qui ne sont pas très nombreuses et qui sont surtout des emplois qu'on pourrait qualifier de peu décents. Et parallèlement, Agnès vous l'a dit aussi, la population agricole et la population rurale, mais donc la population active agricole, continue d'augmenter en valeur absolue. Même si son poids relatif dans la population totale diminue, continue d'augmenter. Donc c'est cet ensemble de constats, un problème sur l'occupation de l'espace, des créations d'emplois dans les autres secteurs qui ne sont pas aussi nombreux que ce qu'on imaginait, une population active agricole, enfin des cohortes de jeunes qui vont arriver, qui vont être demandeurs de travail, y compris dans le secteur agricole, qui a conduit à remettre ces dernières années l'agenda, l'emploi en haut de l'agenda des politiques publiques, des politiques agricoles. Et donc il y a une question que moi je voudrais partager avec vous, c'est comment finalement faire en sorte que ce ne soit pas une couche supplémentaire dans les
préconisations ou dans les orientations qu'on donne, mais comment avoir des politiques publiques en faveur du développement rural et de l'agriculture qui prennent un triple ou quadruple défi, je vais le raconter avec vous. C'est donc cette question de l'emploi, créer de l'emploi décent pour les enfants d'agriculteurs et d'éleveurs, préserver les ressources naturelles, gestion durable des ressources naturelles et atténuer, pas d'effet négatif sur le changement climatique, voire dans certains cas s'adapter au changement climatique, et contribuer à produire des biens alimentaires dans un contexte de poursuite de la croissance démographique et donc contribuer à la croissance économique. Voilà, ça c'est la question. Je ne suis pas sûr d'y répondre complètement. Pour tenter d'y répondre, il faut poser quelques éléments de diagnostic. Il me semble qu'il faut regarder la question de quels actifs disposent, de quelles ressources disposent les ménages agricoles ruraux aujourd'hui. Il faut regarder cette question que j'ai évoquée de l'espace, des terres disponibles. Et il faut regarder la question des filières, d'autres diraient des chaînes de valeur, peu importe, dans lesquelles s'insèrent ou peuvent s'insérer les ruraux aujourd'hui. Alors, sur la situation des ménages, les statistiques économiques et sociales sont assez déficientes depuis plusieurs années. Et en fait, on dispose, notamment sur l'Afrique de l'Ouest et sur le Sahel, maintenant d'informations qui sont plutôt collectées par les gens de l'humanitaire. Bon, c'est pas pour rien, c'est la répétition des crises alimentaires, c'est la montée en puissance à la fois des organisations des Nations Unies et des ONG qui travaillent dans l'aide d'urgence. Et on voit notamment au Sahel, depuis quelques années, le développement des enquêtes dites HEA, c'est-à-dire analyse de l'économie des ménages. Cette méthode qui a été développée par l'ONG Save the Children il y a plus de 25 ans en Éthiopie et qui est maintenant un outil très fréquemment utilisé par les acteurs de l'humanitaire. Et là, je m'appuie sur des travaux qui n'ont pas été publiés, mais qui ont été présentés à une rencontre de Oxfam au mois de mars dernier, à la fois par Roger Blin, éminent membre de l'IRAM, et Seydou Bakary, qui est un ancien de la cellule crise alimentaire du Niger, que certains connaissent, et qui ont regardé un peu les résultats de ces fameuses enquêtes HEA. Donc HEA, on fait du zonage sur des zones dites de moyens d'existence à peu près homogènes. Aujourd'hui, au Sahel, il y a 30, voire plus, zones qui sont suivies par cette enquête. Qu'est-ce qu'on constate à travers une lecture diagonale de ces enquêtes? Donc ils font une stratification très pauvre, moyen, nanti. Je ne sais pas si tout le monde peut arriver à lire. Quand on parle de très pauvre, donc on est dans les zones sahéliennes, enfin, ça couvre les pays sahéliens, Mali, Niger, Burkina, Mauritanie, toute zone agroécologique de ces pays. Donc des très pauvres, c'est en général des ménages qui vont cultiver 1 hectare au maximum, être composés de 7 personnes et qui sont en phase de paupérisation croissante, CF, les conclusions de l'évaluation de la crise alimentaire du Niger en 2005. Représente 30 à 35% des ménages sur lesquels les observations portent. Les ménages pauvres représentent 25 à 30%, donc vous voyez la catégorie pauvre, très pauvre, plus de la moitié. Et donc on est avec des actifs disponibles, des surfaces exploitées inférieures à 1,5 hectare, avec une part de la pluriactivité. Quand on parle de nantis, 10-15%. Donc ce sont les exploitations insérées dans les échanges marchands et qui exploitent à peu près 4 hectares. L'autre point que nous font ressortir ces enquêtes, je voudrais insister, c'est alors une différenciation sociale probablement qui s'accentue, des inégalités qui s'accentuent. Là, Bakary Seydou avait fait une petite analyse sur les enquêtes HEA du Niger et il avait calculé que les nantis qui représentent, alors les nantis c'est l'expression utilisée dans le HEA, 15% des ménages possèdent à eux seuls 47% des terres cultivées, 54% du cheptel petit ruminant et 70% du gros cheptel. Et peut-être plus intéressant pour nous, alors c'est ce schéma que je voudrais vous montrer, c'est pour les ménages pauvres et très pauvres, la part du salariat agricole, en fait, et ça c'est une provocation que je vais adresser à ceux qui parlent de l'agriculture familiale de manière trop homogène,
derrière l'agriculture familiale, il y a toute une catégorie qu'on appellerait en Amérique latine de paysans sans terre, mais qui, à mon avis, prend de l'importance ici en Afrique de l'Ouest et en particulier au Sahel, de gens qui ont une petite base productive, 1 hectare pour faire vivre une famille de 7 personnes, vous n'y arrivez pas, et qui donc louent leur force de travail dans d'autres secteurs, mais aussi beaucoup dans l'agriculture. Et ce schéma qui est pris là sur la zone d'Osso montre les écarts de revenus entre ces 4 catégories de ménages. Bon, si on rentrait dans le détail, on verrait les sources de revenus. Et ce qui serait intéressant d'analyser, c'est de voir que la production propre de ces ménages ne constitue qu'une faible part de leurs sources de revenus. Et je reviens à la diapo suivante. Donc des ménages qui sont insérés au marché, et y compris les plus pauvres, pour vendre leur force de travail, et des ménages qui sont insérés au marché pour s'alimenter. Hein, leur propre production ne représente qu'une faible part des besoins. Ici, cultivateurs, donc on est toujours sur le travail que Bakary avait fait de lecture transversale, culture, production propre, 28%, et pour les agropasteurs, le schéma qui est en bas à droite, 20%. Voilà, donc quand on va raisonner, pourquoi je parle de ça en lien avec l'emploi? Parce que pouvoir avoir de l'emploi décent, proposer à ses enfants, offrir à ses enfants des conditions d'accès à l'emploi de manière décente, ça veut dire avoir soi-même une base productive, une capacité à investir qui soit suffisante. Et enfin, je signalerai un dernier point, je n'ai pas de données, je n'ai pas mis de schéma là-dessus, c'est la question de la nutrition. Vous savez que le Sahel, aujourd'hui, se caractérise par des situations de malnutrition maternelle et infantile très graves. Et qui dit malnutrition, sous-nutrition pendant la vie embryonnaire, dit impact sur les compétences cognitives, pour le dire un peu, malheureusement, proprement, mais on voit bien ce que ça veut dire. Hein. C'est que les atouts dont on va disposer pour démarrer dans la vie, alors qu'on a eu des insuffisances nutritionnelles pendant la vie embryonnaire ou pendant sa jeune enfance, s'il y a bien une injustice qui est forte, c'est celle-là. Alors, mon deuxième point de diagnostic, c'est la question des territoires. Est-ce qu'il reste des terres disponibles, parce qu'on est fils d'agriculteurs, on doit se partager à plusieurs la petite exploitation. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller cultiver ailleurs? Alors d'un point de vue très macro, ce que nous disent les analyses qui ont été faites notamment par la FAO, bon, analyse sujette à discussion, il y a des travaux notamment de Laurence Roudard très intéressants là-dessus sur comment apprécier les disponibilités en terres cultivables, nous disent en Afrique, sur le continent africain, il y a des réserves de terres. Mais le problème, c'est que 60% des terres estimées disponibles supplémentaires, combien de temps il me reste? Merci, sont concentrées dans 7 pays. La RDC, la Zambie, le Mozambique, l'Angola, la Tanzanie et la RCA. Donc globalement, plutôt l'Afrique centrale ou une partie de l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. Juste une carte ici, je ne sais pas si elle se voit très bien. Les pays qui apparaissent en orange saumon sont ceux pour lesquels il est considéré qu'au regard de l'augmentation dans les années qui viennent de la population agricole, les terres disponibles, propices à la culture, vont être insuffisantes. Je précise que, notamment pour les pays d'Afrique centrale, ce sont des estimations qui font attention à la préservation des ressources forestières. Hein. On n'est pas dans des optiques où on rase toute la forêt pour pouvoir cultiver. Donc, j'en dis pas beaucoup plus là-dessus, puis il y a des collègues plus compétents que moi là-dessus, mais ça nous renvoie, là c'est une approche très, très macro, mais on sait bien sûr qu'après, au sein d'un pays, selon les terroirs, il va y avoir des possibilités d'accéder à de nouvelles terres, et dans d'autres endroits non, et donc ça va nous poser la question de l'intensification du facteur terre. Dernier élément du diagnostic, les filières dans lesquelles sont insérés ces ménages, est-ce qu'elles peuvent être pourvoyeuses de revenus supplémentaires dans la production agricole elle-même ou dans l'aval? Il me semble qu'il faut distinguer peut-être 4 types de filières ou de chaînes de valeur, ce qu'on pourrait dire les produits tropicaux de base exportés sur le marché mondial, je pense café, coton, cacao. Deuxième catégorie, des produits qui sont exportés sur le marché mondial, mais plutôt dans des secteurs de niche, coton biologique, sésame, karité, etc. Et j'avais dit 4, en fait j'ai regroupé en 3, les produits alimentaires de base destinés aux marchés nationaux, régionaux, donc c'est les tubercules, les céréales, viande, produits laitiers et les produits pour la sauce.
Et là, je renvoie à une étude très intéressante qui a été menée par le CIRAD à Fristat sur financement AFD, dont le sigle est Malvilao, où ils ont essayé de regarder les évolutions de la consommation alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ils montrent, avec chiffres à l'appui, qu'on a les prémices quand même du développement d'une demande alimentaire monétarisée émanant des classes moyennes urbaines, et que cette demande peut être un facteur, une opportunité de croissance pour tirer la demande sur les produits et les productions locales du continent. Alors, il y a plusieurs intérêts. C'est que ça permet ce que les économistes appellent un apprentissage de la compétitivité non prise, c'est-à-dire les questions de qualité, de normes, etc., sur l'espace régional, face à une demande qui n'a pas les mêmes exigences que la demande des pays du Nord. Et c'est des gisements d'emplois. Juste un chiffre, dans cette étude, ils ont regardé de près la filière manioc au Cameroun et ils estiment qu'il y a à peu près 12 000 emplois occupés par des femmes liées à la transformation du manioc. Et bon, on a d'autres chiffres. Ceci étant, il faut avoir en tête que le rapport entre les actifs agricoles et les consommateurs, enfin ceux qui produisent de la denrée alimentaire et ceux qui en consomment, c'est encore un ratio où on a beaucoup de producteurs pour peu de consommateurs. Hein. Donc les marchés sur lesquels, même si ces marchés sont en croissance, ils sont encore relativement étroits. De tout ça, qu'est-ce qu'on peut tirer comme réflexion sur les politiques agricoles et les politiques de développement rural? Je voudrais attirer l'attention sur 3-4 points. Bien sûr, la question des structures agraires. Si on veut qu'il y ait le plus possible de gens qui travaillent, je répète, de manière décente, hein, pas être confinés dans la misère, il faut prendre frontalement cette question des structures agraires, la gestion du foncier, de l'accès au foncier. Et bon, question qui ressort beaucoup avec le débat sur l'accaparement des terres, mais qui est important. Il y a des gens, notamment du CIRAD, qui ont fait des études approfondies là-dessus, qui ont montré le décalage entre un peu le buzz médiatique qu'il y avait sur ces accaparements de terres et la réalité. Cette réalité est néanmoins là. Mais je pense que, et je le disais tout à l'heure à propos de l'inégalité au sein de... Enfin, ce que nous montrent les enquêtes HEA sur les inégalités au sein de ce qui est dit l'agriculture familiale, je crois que l'attention des pouvoirs publics et de leurs partenaires doit être plus là-dessus, sur les phénomènes de concentration des ressources au sein de l'agriculture familiale, plutôt que une compétition qui n'est pas si forte que ça entre agriculture dite familiale et agriculture dite d'entreprise. Le deuxième point, j'insiste, cette question de structures agraires fondamentale. Deuxième point, c'est la question, bien sûr, des techniques de production, des technologies. Parce que là aussi, dans les schémas, disons, habituels qui ont surtout prévalu dans les années 60-70, c'était l'augmentation de la productivité du facteur travail à travers la mécanisation. Là aussi, reconduction de modèles connus sous d'autres latitudes. Et on voit bien que les éléments que j'ai présentés rapidement tout à l'heure, que le défi, c'est de pouvoir avoir des techniques de production qui vont employer le maximum de personnes, mais tout en offrant un revenu correct à ces personnes. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, pour un certain nombre de produits qui vont être plutôt, malheureusement, sur ce que j'appelais tout à l'heure les filières de niche, les techniques dites d'agroécologie ou d'agriculture raisonnée, etc. Alors elles sont intéressantes d'une manière globale du point de vue des enjeux environnementaux, mais par rapport au thème qui nous intéresse aujourd'hui, elles vont être intéressantes notamment parce qu'elles nécessitent l'emploi de plus de main-d'œuvre. Elles permettent un emploi de cette main-d'œuvre de manière plus étalée tout au long de l'année que lorsqu'on est sur des exploitations très spécialisées sur une seule spéculation. Ceci étant, il y a débat, il y a notamment la Commission Agriculture et Alimentation de Coordination Sud qui a fait tout un travail sur l'agroécologie, sur ses forces, ses opportunités, mais aussi ses limites. Et en termes, à l'heure actuelle, les données dont on dispose montrent que la reconversion vers des techniques d'agroécologie, en termes d'emploi, ce sont des effets plutôt à moyen long terme.
Dernier point, la gestion des échanges avec le reste du monde. Donc c'est la fameuse question des importations, de la compétition, de la compétitivité vis-à-vis des produits importés du reste du monde. Là, je crois que, je dirais juste une chose, il faut être vraiment dans des préoccupations de pilotage très fin. Et là, je fais référence à un débat qui est en ce moment, notamment avec la prise de position de Mazoyer et d'autres auteurs qui ont signé une tribune dans Le Monde, qui disent qu'il faut augmenter la protection sur les produits agricoles sur l'Afrique de l'Ouest ou sur l'Afrique en général, pour permettre aux agriculteurs de rémunérer correctement leur travail. Oui, mais ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur la forte dépendance des ménages agricoles et notamment des plus pauvres sur le marché pour se nourrir. C'est pour ça que je dis pilotage fin de cette question de la relation avec les autres espaces de production dans le monde. Oui, il faut se protéger, mais de manière raisonnée et progressive. Ceci étant, et là je reprends une interpellation que me faisait François Dolliger sur une première version du papier, une fois qu'on a dit ça, les structures, les technologies, la protection. Bon, je n'ai pas parlé bien sûr de l'accès au crédit, etc., mais parce qu'on va pas mettre tous les volets de politique ici, on n'en a pas le temps. Est-ce qu'on va y arriver? Franchement, au vu du tableau, et quand on voit les chiffres globaux, et quand on écoute les gens qui mènent ces enquêtes type HEA, on peut en douter. Et donc, à côté de ces politiques agricoles, de développement rural, qui auraient plutôt une couleur économique, on ne peut pas faire l'économie. Alors du coup, on ne peut pas faire l'économie, pardon, de politiques plutôt sociales. Bon, les politiques de protection sociale, les filets sociaux, mais dont, quand on met les chiffres sur la table, c'est des millions de personnes qui ont besoin de bénéficier de ce type de politique. Et parce qu'on parle aujourd'hui, l'enjeu, c'est dans 15 ans, les enfants qui naissent aujourd'hui, quel accès, de quels actifs ils vont pouvoir disposer pour obtenir sur le marché du travail, dans l'agriculture ou en dehors de l'agriculture, d'un revenu correct issu de leur activité. Hein, tous les démographes s'accordent pour dire qu'en 2030, le Niger sera peuplé de 30 millions d'habitants à peu près, contre, je crois, 12 ou 13 aujourd'hui. Donc 2030, c'est dans 17 ans. Voilà. Deuxième piste, mais là qui est aussi du soutien public, c'est est-ce qu'on peut envisager, en complément des filets sociaux, disons traditionnels, de rémunérer les acteurs ruraux, les agriculteurs, pour un certain nombre d'externalités positives qu'ils fournissent à la société, la biodiversité, l'entretien des ressources naturelles, etc. Je terminerai, je ne sais pas combien de temps il me reste. 5, merci. J'ai déjà parlé là de politique strictement agricole, je suis passé aux politiques de protection sociale. On ne peut pas, dans ce tableau général, faire l'impasse non plus sur les politiques ou les actions en faveur de la préservation, de la restauration, de la paix et de la sécurité. Bon, s'il y a conflit, CF, le Mali, dont on reparlera demain, l'AG de l'IRAM, on ne peut pas avoir ces cercles vertueux d'accès à un emploi plus décent. Les politiques relatives aux migrations, alors que ce soit entre pays voisins, que ce soit à l'échelle d'un continent, on a dit l'Afrique centrale, plutôt des terres disponibles, mais bon, est-ce que ce sont les Sahéliens qui vont partir cultiver l'Afrique centrale, et les migrations intercontinentales, hein. Je pense qu'il est de notre responsabilité à nous, acteurs du développement ou de l'humanitaire, d'interpeller les pouvoirs publics des pays donateurs sur ces questions de politique migratoire. Sinon, on fera souvent que, comme on dit, on met un pansement sur une jambe de bois. Bon, les politiques relatives à la maîtrise de la démographie, on avait évoqué ça il y a 2 ans à l'issue de l'exposé de Dominique Gentil là, sur la démographie. Des politiques sont en cours, mais il faut qu'elles soient renforcées, qu'elles fassent système avec les autres. Et puis, je l'ai évoqué, les questions de nutrition. Alors, la nutrition, ça a pendant été longtemps l'affaire simplement de la santé. Depuis quelques années, heureusement, il y a croisement entre ceux qui travaillent plutôt sur les questions de développement rural, sécurité alimentaire, et ceux qui travaillent sur la nutrition. C'est une bonne chose, mais la situation est très préoccupante.
Avec un fil rouge à tout ça, finalement, il s'agit de préserver les chances pour demain. Hein. Enfin, je crois que quand on... C'est ça qui est intéressant avec les démographes, parfois, à la fois qui est intéressant puis qui nous fait peur, c'est qu'ils nous projettent d'emblée dans les 15, 20, 25 ans, qui nous disent, voilà, dans 25 ans, vous êtes sûr qu'il y aura tant de personnes, à peu près dans tels endroits, avec tels actifs dans leurs mains. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui naissent aujourd'hui, dans 20 ans, aient accès à quelque chose de correct. Alors, maintenant, si j'essaye de rebondir sur les politiques ou dispositifs de formation, d'insertion professionnelle. Bon, j'y connais rien, mais simplement, on voit bien l'intérêt de l'articulation des échelles. Et moi, ce que je livre, hein, mais après, ça pourra être démoli, c'est quand on réfléchit à un dispositif ou une politique, une action en faveur de la formation et de l'insertion professionnelle, plus particulièrement dans le secteur agricole et rural, c'est regarder cette question la situation des ménages au départ, les actifs dont ils disposent, regarder cette question, et ça peut être à une échelle très micro ou un peu plus globale, des terres disponibles, des perspectives d'évolution des performances de l'agriculture, le facteur est-ce qu'on peut intensifier, est-ce qu'on peut avoir de nouvelles terres, est-ce qu'on peut augmenter la productivité du travail. Et puis, troisième piste, l'analyse plutôt économique, dans quels échanges le terroir concerné est inséré et quelles sont les perspectives et les possibilités de démultiplier de l'emploi dans ces filières. Bonjour, je m'appelle Claire Ferenbach, consultante sans frontières. Vous l'avez évoqué vraiment très très rapidement, mais qu'est-ce que vous pensez de l'impact que peuvent avoir les projets MDP, là, mécanisme pour le développement propre, dans le cadre des crédits carbone? Ça dépend du contenu du projet. Enfin, il y a eu une journée d'études du GI, du groupe Initiative, au mois de... C'était en octobre, sur la finance carbone. Bon, on a vu qu'à travers ces mécanismes-là, alors soit mécanisme développement propre, soit la finance carbone volontaire, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, il y a des choses extrêmement intéressantes en termes de gestion concertée des ressources, de dynamique, de meilleure résilience face à l'aléa climatique, au changement climatique. Puis il y a des choses qui sont comment on dit, greenwashing, c'est ça? Bon, donc je sais pas. Voilà, je sais pas. Parce que mécanisme de développement propre, c'est disons un tuyau pour financer du développement. Donc il peut. Alors le MDP, mais là il y a aussi des collègues beaucoup plus compétents que moi dans la salle, ça vise quand même des projets de grande ampleur, la différence de la finance carbone volontaire qui peut permettre des actions plus modestes. Je suis Pierre Blaise Ango du Cameroun. Je voulais ajouter de la complexité à ce qui vient d'être dit, malheureusement. Il faut voir un peu les contextes et les éléments qui influencent ces politiques pour se rendre compte que ce n'est pas du tout facile. Le premier élément, c'est l'héritage de la colonisation. En fait, on a commencé par une agriculture administrée. Il y a quelqu'un qui était là, qui est passé avant vous et qui disait il fallait créer des emplois pour remplacer le colon qui partait. Et donc les systèmes ont été mis, vous avez parlé de formation, uniquement dans le sens d'une agriculture administrée. Donc en fait, les agriculteurs n'avaient même pas de choix. Il fallait produire pour la catégorie cacao, café, exportation, pour faire entrer les devises. Donc les agriculteurs n'avaient même pas de choix. D'ailleurs, que je me rappelle qu'à l'époque de mon grand-père, on battait même les gens, on les fouettait, ceux qui n'entretenaient pas leur exploitation. Puis il est né un courant de filière. On dit ok, maintenant il faut plutôt, comme ce n'est plus trop de l'État impliqué, on fait comme si on passe par une libéralisation, il faut développer les filières. Il y a donc eu des politiques de filières et qui continuent jusqu'aujourd'hui. Et avec un grand courant de cadres africains qui sont venus en Europe et se sont appuyés sur le développement via les filières. Et maintenant, à partir du moment où les problèmes de sécurité alimentaire ont commencé à se poser, il y a eu une troisième logique qui s'est ajoutée, c'est alimentation plus économie. On quitte de l'économie filière vers l'alimentation avec un peu d'économie.
Et là, ce n'est plus le type d'exploitation qui intéresse les gens, c'est généralement les exploitations système. On ne s'intéresse plus trop à la filière, mais on voit qu'est-ce que l'exploitation génère en termes de revenus et aussi de flux pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Et enfin, un dernier souci est ajouté, la durabilité. Vous avez parlé tantôt des réserves de terre, des forêts. On dit, vous devez assurer la préservation de la couche d'ozone. Vous n'entrez donc plus dans certaines forêts où on vous confine. Et du coup, sans adhésion des populations qui sont à l'intérieur. On se retrouve donc dans ces 5 éléments, dans une complexité où on ne sait plus quel choix faire et qui décide du choix. Donc, élaborer une politique avec ces 5 éléments qui se sont ajoutés et sont empilés, on n'arrive plus véritablement à savoir qui décide. L'État reste un peu caché derrière pour jouer son rôle de gendarme, donc il décide. Il décide et personne n'applique. Donc on sort des textes que personne n'applique. Et c'est dans cet environnement que les organisations professionnelles agricoles, la décentralisation, tout le monde commence à réclamer l'autorité à l'intérieur. Donc, en fait, il y a véritablement, c'est pour ça que je dis que j'ai ajouté de la complexité à la lecture. Ce n'est pas qu'un problème de terre, ce n'est pas qu'un problème de choix de mode d'exploitation. Il y a un ensemble d'éléments qui se sont ajoutés du fait de l'histoire et qu'il faut donc maintenant essayer d'égrener pour véritablement voir qui décide et vers où on part. Merci. Jean-Jacques Gabas, CIRAD. Merci Jérôme pour ton exposé que je trouve très fin, montrant bien la complexité des éléments. Et j'avais une question et un commentaire. La question porte sur ton analyse diagnostique que tu nous retransmets à travers les enquêtes HEA. Est-ce que dans les systèmes d'activité qui sont finalement la porte d'entrée, que je trouve vraiment le point le plus intéressant, est-ce que dans ces enquêtes HEA, on intègre finalement la dimension des systèmes migratoires? Bon, en ce moment, nous avons une recherche qui va se terminer là, dans le cadre d'une thèse sur les relations entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Et les systèmes d'activité qui sont étudiés au sud de Mozambique sont analysés en termes de systèmes migratoires. Et on arrive à des typologies de ménages qui montrent des comportements extrêmement intéressants et qui montrent le décalage avec les politiques publiques qui sont construites au niveau national ou au niveau régional. Donc ma question, c'était sur l'enquête HEA. Deuxièmement, j'ai juste un commentaire très rapide. Tu as parfaitement bien évoqué la question du land grabbing. Et tout le monde le sait, mais je ne peux que vous inciter à aller sur les dernières productions de la Land Matrix, qui analyse justement les accaparements fonciers. Elle a été publiée là, tout début juin. C'est vraiment très intéressant parce que, vous avez le décalage entre les résultats d'il y a 2 ans et aujourd'hui. Mais deuxièmement, ce qui est très intéressant, quand on lit en détail ces résultats de base de données, c'est que finalement, une partie des terres qui ont généré un changement de droit foncier ne sont pas systématiquement utilisées pour l'agriculture. Et ensuite, beaucoup de ces terres sont entre guillemets gelées parce que les investisseurs, même si la terre était a priori disponible, n'ont pas les conditions pour mettre en valeur ces terres. Voilà. Et donc cette notion de disponibilité, elle se retrouve dans cette base de données, mais elle se retrouve aussi dans les travaux de géographes que je trouve absolument passionnants, notamment au CIRAD, tant pis si je parle de ma paroisse, notamment développé par Jérôme Agrin, par Laurent Gazul, qui interroge cette notion de disponibilité. En fait, je trouve, Jérôme, que tu as pas mal pointé l'aspect micro au niveau structure agraire et l'aspect macro. Mais sur l'aspect méso, donc je ne sais pas si tu es volontaire ou pas, mais j'ai bien tendu l'oreille, j'ai pas entendu. Tu n'as pas mentionné le potentiel des OP ou des interprofessions. Et je mets ça en lien aussi avec tout ce qui est la dimension formation, où il y a des outils simples qui existent pour venir renforcer des capacités en alphabétisation de base, qui viennent débloquer des familles qui sont
des femmes ou des hommes qui ont des difficultés à s'insérer dans les marchés parce qu'il y a ces blocages-là. Donc des modules de type germe ou autres qui ont été développés par différentes structures qui permettent de débloquer des choses et d'avoir un impact qui n'est pas négligeable. Et ces interprofessions, même selon moi, peuvent aussi jouer sur les aspects macro, puisque sur les flux de matière, etc., il peut y avoir, à partir du moment où une interprofession est suffisamment solide, des interactions avec les gouvernements pour orienter des politiques publiques et faire en sorte que les impacts potentiellement négatifs soient limités et que les potentiels positifs soient maximisés. Bon, Christian Fusilier, AFD. Question, Jérôme, pour le spécialiste des politiques agricoles et politiques en général. Bon, dans différents pays, là, effectivement, comme tu l'as dit, au centre de l'agenda, on voit apparaître les questions d'emploi et les questions d'insertion. D'ailleurs, des distinctions se font entre les deux. Et les réflexes que l'on peut observer, c'est de vouloir se doter d'une politique de l'insertion. Alors, la question est faut-il fabriquer et réfléchir avec un ensemble d'acteurs à la définition et l'écriture, la promotion de politiques spécifiques pour l'insertion? Est-ce que ça peut avoir du sens? Ou est-ce que c'est à l'intérieur des politiques existantes, politiques agricoles notamment, mais là aussi il y a la politique de l'emploi, il peut y avoir d'autres grandes politiques, il faut insérer les éléments utiles et qui conditionnent une meilleure insertion des jeunes dans le marché du travail. Donc moi j'ai pas de réponse à cette question-là, mais c'est sans doute un des points qui va se poser rapidement là, dans les 4-5 ans qui viennent, puisque la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale dans lesquels on travaille se posent cette question. Donc sur migration et HEA, donc sur l'intervention de monsieur, je pense qu'il n'y a pas à répondre, enfin, c'est vous apporter un élément d'analyse supplémentaire. Sur la question de Jean-Jacques, migration HEA, oui, le HEA regarde ça de près et donne des enseignements très intéressants, j'en dirais juste un. Les ménages dits nantis tirent mieux profit de la migration que les ménages pauvres et très pauvres, en termes de nombre d'actifs dans le ménage qui partent en migration et en termes de revenus de la migration souvent ce sont des jeunes hommes, mais pas uniquement, qui partent en migration. Et je rajouterais que sur la région Afrique de l'Ouest, depuis quelques années, la ressource migration, c'est un peu, pas tari, mais a eu des à-coups en Libye. Bon, les jeunes qui étaient partis en Libye du Sahel, les événements en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui les événements au Nigeria, les tensions fortes au nord Nigeria, rendent plus difficile la migration saisonnière depuis les pays sahéliens. Donc, et la migration, pour certains profils, elle est je ne sais plus les chiffres en tête, il faut regarder, mais c'est 20-25% des ressources, des revenus dont dispose le ménage. Donc en termes, je voulais et on a vu il y a des ONG qui travaillent dans ce sens-là, dispositifs de formation et insertion professionnelle, apprendre à migrer, apprendre à ne pas se faire piquer son argent quand on rentre de migration, essayer de ne pas revenir avec le VIH-Sida quand on rentre de migration, etc. Alors c'est pas de la formation professionnelle, mais c'est renforcer, ce que j'appellerais renforcer les atouts, les capacités au regard de la diversité des ressources que mobilisent ces ménages. La question d'Olivier sur mes eaux, écoute, c'est simplement que Air France a été à l'heure, j'ai pas eu le temps de traiter suffisamment le dernier point sur... Non, mais c'était la partie filière, et je renvoie là aux travaux notamment du CIRAD, mais pas uniquement autour de Nicolas Bricas. Oui, donc tu as raison de souligner ce potentiel, il est lié à cette croissance, à cette demande urbaine qui est de plus en plus forte. Avec une nuance quand même, c'est au regard du tableau micro que je vous ai présenté, qui sont les exploitants qui vont bénéficier de cette croissance de la demande, de cette meilleure structuration des OP, du renforcement de pouvoir de négociation dans les filières. C'est d'abord les 10-15% de ménages dits nantis. Ceux qui disposent de 4, 5, 10... si vous regardez les structures d'exploitation des OP qui commercialisent régulièrement des céréales, qui pèsent un peu dans le marché céréalier régional, c'est même pas 4 hectares qu'ils ont, ils ont 10, 20, 30, 40 hectares par exploitation. Alors la question de Christian, faut-il des stratégies d'insertion? Si ça permet de collecter de l'argent auprès des bailleurs, oui. Sinon, non. Voilà, pour faire simple. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au vu de... Enfin, moi, ce qui transparaît là, ce que je veux dire, justement, il faudrait éviter de rajouter une couche en disant « je vous fais une stratégie d'insertion ». On voit bien que l'amélioration de l'accès à l'emploi, il dépend de ces leviers, et il y a déjà des champs de politique sectorielle, voire des instruments qui sont à la disposition.
Maintenant, mais c'est pas, je dis pas par boutade, s'il y a au niveau mondial où telle agence dit, moi, je réserve tant d'argent pour la question de l'accès à l'emploi ou de l'insertion professionnelle, et qu'une des conditions, c'est que le pays ait une stratégie, ok, on fait la stratégie, mais on n'est pas dupe, on sait que c'est pour avoir du financement extérieur complémentaire.